Bonjour et bienvenue dans Dixit, votre magazine de l'info locale. J'ai le plaisir de vous retrouver pour évoquer l'actualité du jour, du Mans et de la Sarthe. Aujourd'hui, au sommaire, la SNCF est l'objet de notre attention avec une question. Les ateliers du Mans fermeront-ils? Les ateliers du Mans, ils fermeront fin 2013. Ça fait 4 ans qu'on l'annonce, mais les cheminots sartois justifient toujours le maintien d'une activité et donc des emplois. 200 agents de la SNCF se sont rassemblés hier devant la gare du Mans avec un objectif, participer au mouvement de grève nationale pour dire non au projet de réforme du système ferroviaire. Mais il dit quoi exactement ce projet? Pour le gouvernement, la ligne est claire, il faut se préparer à l'ouverture des trains à la concurrence voulue par l'Europe. C'est l'entretien actu avec Samuel Depoix, le secrétaire général de la CGT cheminot de la Sarthe. Tout de suite, c'est l'heure de notre entretien actu et l'invité actu du jour, c'est Samuel Depoix. Il est agent d'accueil en gare du Mans et surtout, c'est le secrétaire général de la CGT cheminot de la Sarthe. Dixit, Magali Chernaya sur Radio Alpa 107.3. Bonsoir Samuel Depoix. Bonsoir. SNCF, les ateliers du Mans fermeront-ils? Les ateliers du Mans, on a annoncé leur fermeture fin 2013. Ça fait 4 ans qu'on l'annonce, mais les cheminots que vous êtes justifient toujours le maintien d'une activité et donc d'un certain nombre d'emplois. Vous étiez 200 agents de la SNCF hier à vous être rassemblés devant la gare du Mans avec un objectif, je le disais, participer au mouvement qui était national pour dire non au projet de réforme du système ferroviaire qui est voulu par le gouvernement. Et il dit quoi exactement ce projet? Pour le gouvernement, en tout cas, la ligne est claire. Il faut se préparer à l'ouverture des trains à la concurrence voulue par l'Europe. En moyenne, c'était un TGV sur 2 en circulation au Mans hier, un TER sur 3, 200 agents présents au rassemblement, mais un certain nombre de grévistes du coup aussi. Est-ce que vous êtes satisfait de la mobilisation? Eh bien écoutez, les 4 organisations syndicales sont en tout cas très satisfaits de cette journée, puisque environ un cheminot sur 2 était en grève. Donc c'est bien, 50%, on a vu mieux. Écoutez, des fois, on a vu mieux, on a vu pire, mais surtout on a vu une mobilisation à la hauteur des enjeux. Alors le mot d'ordre, c'est de faire pression sur cette réforme qui a été lancée. Donc l'appel à la grève au Mans, vous le disiez, c'était une intersyndicale. La CGT, l'UNSA, Sudrail et CFDT ont défilé. De la gare, vous vous êtes rendu à la préfecture. Une motion a été déposée à la préfecture. C'était quoi l'objet de cette motion? Qu'est-ce que vous voulez lui dire au préfet? Eh bien, l'objectif était d'interpeller un représentant de l'État, en l'occurrence le préfet. Nous avons été reçus par la chef du cabinet du préfet, Madame Le Bourri, et puis nous avons exposé effectivement toutes les interrogations, les inquiétudes des cheminots à travers une motion que nous avons lue et nous avons ensuite débattue pendant près d'une heure ensemble. Elle vous a écouté et puis le débat s'est enclenché. Bien sûr. Bon, 1 heure, c'est pas mal, hein? Vous avez eu une oreille en tout cas. Oui, nous avons eu une oreille. Maintenant, il faudra bien sûr que les cheminots soient quand même, au-delà d'être écoutés, entendus, et que leurs propositions soient bien sûr prises en compte. Alors, le mot d'ordre de votre mobilisation, je le disais, c'était de dire non à cette réforme qui est voulue au niveau national, parce que vous dites qu'on doit recentrer le débat sur la qualité de service public. Le service public et la SNCF, où est-ce qu'on en est effectivement aujourd'hui quand on sait qu'il y a plus de 900 filiales au sein de la SNCF? Est-ce que le service public et la SNCF, c'est pas déjà un petit peu de l'histoire ancienne? Alors écoutez, éventuellement, je provoque un petit peu, mais je vais peut-être vous surprendre, mais les cheminots sont favorables à une réforme, mais pas à celle qui est proposée. Tout simplement parce que nous avons une proposition alternative qui est la voie du service public. Elle permet notamment d'éviter l'éclatement de la SNCF. Aujourd'hui, nous avons une proposition qui est eurocompatible. Alors eurocompatible, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça répond au texte européen à travers les fonctions essentielles imposées par les règlements européens. Et celle de la CGT, est basée sur les voies d'égalité, d'aménagement du territoire et de services publics. Bon, alors ça c'est une posture, vous êtes en train de nous lire un papier que vous avez amené, on va essayer d'être un petit peu plus précis, peut-être qu'il faut que je donne des éléments pour qu'on comprenne bien pourquoi vous vous adressez du coup à l'Europe. Là on en est encore à un stade de projet de loi, de la réforme n'est pas sur le papier, ce n'est pas du tout à l'agenda de l'Assemblée nationale, juste quand même il y a 2 rapports qui ont été remis, ils ont été signés par Jean-Louis Bianco et surtout par Jacques Auxiette. Si vous ne le connaissez pas les chers auditeurs quand même, c'est le président de la
région Pays de la Loire. Il sonne comme une menace pour le système ferroviaire. C'est en tout cas ce que dénonce le parti de gauche de la Sarthe. Est-ce que vous partagez cet avis? Alors écoutez, on partage cet avis, mais surtout je veux revenir sur un des thèmes de cette réforme, qui est l'ouverture à la concurrence. L'ouverture à la concurrence, est-ce qu'elle est justifiée? Nous ne le pensons pas. Est-ce que dans les services publics, la concurrence a amélioré les affaires? Nous ne le pensons pas. Et puis je vais simplement rajouter un élément. En 1938, lorsque la SNCF a été créée, eh bien tout simplement, c'était pour faire face aux faillites des compagnies de l'époque et au mécontentement grandissant des usagers et des politiques. Et aujourd'hui, on voudrait nous faire croire que le ferroviaire est en mesure d'assurer une ouverture à la concurrence? Non. Alors, ce que vous êtes en train de nous dire, en fait, c'est que longtemps, il y a eu des compagnies privées, on a créé la société nationale, donc une nationalisation des chemins de fer français, qu'aujourd'hui, on veut retourner à une privatisation du rail. En tout cas, on sent venir comme ça. C'est Bruxelles, par la Commission européenne, qui impose l'ouverture du rail français à la concurrence d'ici 2019. Alors, précisément dans cette réforme qui s'annonce, on voit poindre la création d'un élément qui cristallise une certaine colère chez les cheminots. En clair, aujourd'hui, la SNCF, elle est divisée en deux branches. Ça a son importance. La SNCF, c'est le transporteur, et puis le réseau, toute sa gestion est dissociée. Ça appartient à un Réseau ferré de France, qu'on résume en 3 lettres, RFF. Et la réforme veut créer, elle, une troisième entité qui chapeauterait ces deux structures. Quand on sépare le transporteur du réseau, est-ce que c'était pas déjà une petite privatisation? Eh bien, quelque part, on pourrait effectivement penser ce genre de choses. Sauf qu'aujourd'hui, nous constatons que une structure à 2 niveaux, c'est-à-dire infrastructure d'un côté, RFF et SNCF de l'autre, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Il y a d'énormes dysfonctionnements, parce que tout simplement, la SNCF fait déjà la réforme avant la réforme. En fait, la SNCF a structuré son entreprise à travers des branches et a scindé les activités, ce qui a empêché toute mutualisation des moyens. Qu'est-ce que ça a surtout changé pour notre quotidien de voyageurs, de passagers, quand on utilise soit les TGV, soit le TER? Qu'est-ce que ça a changé, cette séparation déjà en 2 entités de la SNCF? Alors cette séparation en deux entités, ça a tout simplement entraîné des difficultés de communication entre les deux entités et une multiplication des coûts. Parce que dès lors où il y a des décideurs à la fois chez RFF et à la fois à la SNCF, on multiplie les coûts. Et on pourra même aller plus loin, puisque le conseil régional a lui aussi ses propres spécialistes. Donc en fait, on multiplie les intervenants, on multiplie pour des mêmes fonctions, et donc on multiplie les coûts. Alors pourquoi ça avait été créé? À vous écouter, Samuel Depoix, j'imagine que derrière il y avait quand même une volonté, non pas de dépenser plus. C'était quoi l'objectif? Quel était l'objectif à l'époque? Et pourquoi du coup créer une troisième entité? Mais justement, créer la troisième entité, pour nous, c'est une aberration de la plus complète. Tout simplement, à l'époque, la création des RFF, c'était pour reprendre la dette. Eh bien, la dette, aujourd'hui, il est clair que c'est une dette publique, puisqu'elle est liée à la mise en place des LGV. Donc il faut que cette dette soit reprise comme dette publique, et à partir de ce moment-là, on arrivera à avoir un système ferroviaire qui tienne la route. Donc les LGV, donc les lignes à grande vitesse, ça veut dire que quand on a construit des TGV, soit la ligne qui va dans l'est de la France, le projet d'une ligne qui passerait en Sarthe aussi à grande vitesse, tout ça, ça coûte cher et ça creuse le déficit de la SNCF. Il s'élève à combien là, le niveau d'endettement? Ça se chiffre en millions, en milliards, Samuel Depoix? Alors écoutez, c'est plusieurs milliards qui sont en marche de cette dette, mais au-delà de ça, c'est tous les frais financiers qui viennent se gréver. Aujourd'hui, c'est environ 1,5 milliard d'euros qui pourraient être réutilisés dans le développement du système ferroviaire, tout simplement. Donc à partir de ce moment-là, il faut revoir complètement le financement du système ferroviaire. Et pour cela, nous avons des propositions. On va y venir. Donc je le disais, le contexte c'est l'ouverture à la concurrence du train en 2019, dictée par Bruxelles. Donc quand on sépare le rail et le transporteur, déjà on ouvre la concurrence. Ça veut dire qu'un jour, clairement, et dans quelques années, là en 2019, on va avoir plusieurs compagnies de train. Ça sera une privatisation, voilà,
est-ce que c'est une logique du libéralisme appliquée au rail? Ça choque ça les usagers? Vous y avez affaire tous les jours dans l'exercice de votre travail. Est-ce que quand même il y a un sentiment comme ça de l'appartenance de la SNCF à la nation comme ça? Est-ce qu'on sent que les gens se mobilisent pour soutenir ce service public? Alors écoutez, déjà la première des choses, c'est qu'aujourd'hui, l'ouverture totale à la concurrence n'a rien d'obligatoire. Les textes européens ne donnent pas cette obligation-là. C'est bien de la seule responsabilité du gouvernement d'acter ou non l'ouverture à la concurrence. Donc bien sûr, il y a des préconisations de Bruxelles. Ils préconisent, et nous on obéit, mais on n'y est pas obligé. Et aujourd'hui, rien n'oblige. Ça passe par une modification des lois en vigueur. Donc, dans l'intervention ou non du gouvernement. Et l'autre axe de ma question, c'était le soutien. Vous vous souvenez, le soutien de la population. Vous avez fait grève hier. On dénonce sans arrêt les prises d'otages quand il y a grève des usagers. Vous sentez, vous, qu'il y a un vent quand même de soutien ou pas? Alors écoutez, sur cette question-là, travaillant en gare, on peut constater que, surtout, du point de vue des cheminots, il y a un mal-être au travail parce que justement, les cheminots en ont marre de cette dégradation du service public, en ont marre de subir aussi les foudres des usagers parce que eux aussi, les usagers, bien malheureusement, ils sont mis devant le fait accompli de suppression de trains. Alors je vais vous citer un exemple. À travers les réorganisations, on a enlevé des possibilités aux conducteurs de travailler dans de bonnes conditions. Je vais vous citer un exemple. Un conducteur du fret, aujourd'hui, ne peut pas conduire un TER. S'il n'y a pas de conducteur, le train est supprimé, tout simplement. Donc ils peuvent conduire les mêmes machines, ils ont la formation, il n'y a pas de souci ils savent faire, voilà. Bon, la réorganisation c'est plus que ça quand même, parce que je me souvienne très très récemment, il y a eu un mouvement des agents, surtout contrôleurs, pour dire que ils subissaient des pressions, des agressions. Ça aussi, c'est les conséquences des différents plans de réorganisation de la SNCF. Sur la question de la sécurité. Là aussi, il y a une part de responsabilité, bien sûr, au sein de la SNCF, mais pas que. Le climat actuel, la misère dans laquelle nous vivons, l'austérité au cœur de tout, entraîne des dérives dans notre société. Nous la vivons en gare, nous la vivons dans les trains, nous la vivons dans notre société en général, malheureusement. Il y a eu beaucoup d'arrêts de travail, des contrôleurs, ils sont déprimés quand même, là. Les contrôleurs, justement, sont dans cette phase où on affecte leurs conditions de travail, on attaque leur outil de travail. Et ce rapport à la nation, les cheminots l'ont toujours eu. Cette culture cheminote, elle existe, et le développement du Mans en est un exemple. Alors, dans ce plan de réforme, il y a cet axe, je le disais, de création d'une troisième structure pour chapeauter deux entités, mais ça va plus loin que ça aussi. Il y a une envie de régulation pour maîtriser l'endettement de la SNCF, et puis surtout un transfert de compétences. L'État entend transférer sa compétence aux régions, qui seraient seuls juges d'application des tarifs, de la gestion des trains, des lignes ferroviaires et de la qualité d'investissement. Est-ce que pour vous, l'État se désengage sur la question des trains? Sur la question des trains, l'État se désengage, oui, dans tous les cas. Après, il y a effectivement déjà au niveau des TER, l'autorité organisatrice et bien le conseil régional. C'est eux qui payent? C'est eux qui payent, c'est la SNCF qui met en œuvre, mais il faut bien un financement. Et ce financement, il faut revoir toute la politique de financement. Et concernant l'autorité organisatrice, il est clair qu'il faut que les régions soient partie prenante dans l'organisation de la SNCF. Il faut qu'ils aient leur mot à dire, il faut qu'ils puissent intervenir et qu'ils aient un avis qui soit là aussi entendu. C'est ce que fait Jacques Oxiette, là, du coup, en saisissant la question du système ferroviaire. Une petite question quand même sur les tarifs, du coup, parce que c'est la petite polémique est née tout récemment à l'appel du Front de gauche, du parti de gauche, de la Sarthe, qui dit, et de la députée Caramanli aussi, qui dénonçait le tarif des Paris-Le Mans, plus cher qu'un Paris-Nantes. Vous avez une position là-dessus, à la CGT ? La CGT, pour l'égalité tarifaire, elle vient à contre-courant par rapport à la concurrence. Là où il y a des tarifications plus avantageuses, c'est là où la concurrence est présente. Donc, à un moment donné, si on veut éviter ce genre de choses, il faut impérativement que l'égalité tarifaire soit la même partout. C'est le prix au kilomètre. C'est les méfaits de la concurrence qui entraînent ce genre d'offres et de demandes
au détriment des usagers et bien sûr d'augmentation des prix. Je comprends pas très bien, excusez-moi Samuel Depoix, parce que à Lille, il a été demandé à ce qu'on ajuste les tarifs qui étaient très élevés. Il y a eu une intervention, le prix a baissé. Pourquoi est-ce qu'en Pays de la Loire, la région n'intervient pas Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi c'est plus cher pour un Paris-Le Mans? Peut-être j'ai pas compris. Expliquez-moi plus simplement peut-être. Alors écoutez, qui peut changer? Mais qui peut changer? La politique est extrêmement liée dans tous ces dossiers-là. On le sait, malheureusement, il y a beaucoup d'intervenants politiques dans notre société, puisque c'est une société d'État. Donc les politiques ont leur mot à jouer, ont leur mot à dire pour permettre aux usagers d'avoir des tarifs plus appropriés. Un petit mot sur le statut des cheminots avant de parler de la question des ateliers du Mans. On le sait, le cheminot, c'est un statut, c'est donc un régime spécial. Vous êtes fonctionnaire public. À terme, cette réforme prévoit une convention collective. En clair, ceux qui seront cheminots et donc qui appartiennent au secteur public seront alignés sur ceux du privé. Vous dénoncez à la CGT, un cheminot de la Sarthe, une harmonisation par le bas. Qu'est-ce que vous risquez de perdre? La façon dont est organisée votre retraite, des avantages, de quoi il s'agit? Mais écoutez, tout est basé sur notre réglementation. Le statut en fait partie. Le statut, c'est notre réglementation, notre code du travail. C'est notre base de travail. Et en fait, ce qu'exige la CGT, c'est que la base de travail, la base minimale de travail, soit la base prise pour l'ensemble, on va dire, des cheminots, qu'ils soient des entreprises privées ou publiques, comme base de travail. Aujourd'hui, on ne veut pas d'un code de travail à minima. Vous voulez pas vous aligner sur le privé qui a moins d'avantages? Non, justement, c'est bien ça. Il faut que ce soit une base de travail qui élève le rapport des salariés du privé. Parce que aujourd'hui, nous voyons bien dans toutes les entreprises privées où les salariés sont pressurisés, où les salariés sont sont licenciés à tout va, il faut un véritable statut et un statut de haut niveau, et il faut que ce soit étendu, bien sûr, à plus de salariés. Parce que la CNCF sous-traite beaucoup de ses activités quand même. Bon, les ateliers du Mans, on va en parler. On en avait déjà parlé au moment d'une mobilisation, c'était cet automne. Les ateliers de maintenance du Mans, je vais essayer d'expliquer la situation de la manière la plus juste. Au meilleur de leur époque, ça a été plus de 200 personnes qui y travaillent, presque 300. Maintenant, vous êtes 100 à y travailler. Il y avait depuis 4 ans la menace de la fermeture complète de ces ateliers. Est-ce que ça va être le cas, Samuel Depoix, là, d'ici quelques mois? Bien, écoutez, l'entreprise, sous la pression de la CGT, a maintenu une activité dans les ateliers du Mans. Alors, qu'est-ce qu'on y fait? Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on y fait? Il reste encore quelques pièces réparables du matériel, donc les amortisseurs et la climatisation, pour une vingtaine d'agents environ. Il reste le chantier démantèlement. C'est-à-dire le démantèlement. Alors le démantèlement, c'est-à-dire le démontage des rames corail en fait. Des anciens trains qui ne roulent plus. Voilà, des anciens trains qui ne roulent plus. Aujourd'hui, donc, c'est une activité qui monte en puissance, avec pour l'instant 18 agents affectés à ce service pour 20 agents prévus. Donc là, il y a 40 emplois qui sont sûrs d'être gardés d'ici la fin de l'année. Alors on a déjà ces 40 emplois-là. À cela vient se rajouter le chantier stockage et confection de kits en fait, qui rassemblera 12 agents. Alors, donc qu'est-ce qu'ils vont faire là? Ce que vous appelez en fait, ils vont gérer des pièces. Voilà, ils vont gérer des pièces du matériel en fait pour les envoyer sur les différents sites de France de maintenance. Mais tout reste à faire sur cette activité-là. On n'en est qu'au balbutiement. Donc il y a un peu moins d'un emploi sur 2 qui va être sauvegardé d'ici la fin de l'année. Alors qu'est-ce qu'on vous promet? On vous promet que cette activité de kitting, là, cette option de maintien d'une activité, elle en est où là? Vous attendez qui choisira? Alors dans tous les cas, la direction du matériel étudie toute cette question-là et ça vous paraît possible? Vous êtes optimiste? Bien sûr, nous sommes optimistes. Il faut toujours l'être. Sur la situation des ateliers, dans tous les cas, il y a également 9 agents qui ont intégré cette équipe. Même si la CGT n'était pas favorable au départ à cette activité, il y a quand même 9 agents qui aujourd'hui sont en déplacement dans différents sites de France en fait. Et donc, ceux qui vont partir à la retraite, voilà, ce seront des emplois qui ne seront pas renouvelés. On va pas faire appel à de l'intérim. Alors aujourd'hui, on va dire que l'avenir est incertain, mais
il est clair que nous avons d'énormes besoins dans la déconstruction et que Le Mans peut avoir un rôle à jouer majeur dans ce domaine. Bien sûr, il faudra des investissements, il faudra du personnel. Et aujourd'hui, ce que l'on craint, c'est que l'on perde tout simplement la technicité, la professionnalisation en fait des personnels cheminots de ce site. Alors, il faut dire qu'il y avait plusieurs projets qui avaient été évoqués pour maintenir une activité dans les ateliers du Mans, donc dans les ateliers où on répare les trains. Il s'agissait dans un premier temps de s'occuper de la maintenance des TER. Voilà, dès qu'il y a une porte qui est cassée, des toilettes bouchées, eh bien on ne fait pas partir un train. Pourquoi ne pas réparer directement au Mans? Le maire et le conseil général avaient soutenu ce projet, c'est tombé à l'eau. Alors écoutez... Pourquoi ils paieraient maintenant? Pourquoi ils paieraient pour une nouvelle activité s'ils se sont désengagés? Un projet n'est jamais enterré. Nous avons bon espoir que les activités ferroviaires demeurent au Mans, puisque nous avons des ateliers de maintenance qui ont toujours su évoluer tout au long de l'histoire. Ils ont changé leur activité tout au long de l'histoire. Alors justement, il y a un grand projet, puisque le conseil régional a fait une étude voici quelque temps, et qui prévoit un développement du TER. Donc cette activité, forcément, nécessitera une maintenance. Donc on a bon espoir que dans plusieurs années, il y ait de nouveaux besoins en maintenance, tout simplement. Et pourquoi que pas ce site vive. Et pourquoi pas au Mans, bien sûr. Eh bien voilà, c'est vrai que la dynamique des TER est engagée dans un processus écologique aussi. On sait qu'il faudra forcément se déplacer plus dans les années qui viennent. Donc pourquoi pas, au Mans, c'est votre bataille en tout cas. Je vous remercie Samuel Depoix d'avoir été mon invité et d'avoir parlé de pourquoi les cheminots ont fait grève hier. Merci à vous. Merci, et je voudrais simplement préciser un petit mot. Allez vite. C'est que notre syndicat sera à l'initiative de l'organisation du centenaire des ateliers, et nous allons donc organiser une exposition et un débat à cette occasion. Merci. Et c'est quand vos 100 ans? Ce sera donc le 28 septembre, le 17 octobre et le 4 décembre. Eh ben, il faut retenir, cet automne, les 100 ans des ateliers du Mans. Merci d'être venu, Samuel Depoix. Merci à vous.